Bon, imaginons la scène juste un instant. C'est le tout premier jour d'un nouveau poste très prestigieux. Hmm. On arrive avec la volonté de bien faire, on est prêt à serrer des mains, à parler d'avenir, à, construire des projets ambitieux. Ouais, le classique. Voilà. Et là, on découvre que son bureau a été délibérément installé au beau milieu d'une scène de crime. Et pas n'importe laquelle. Une scène de crime dont sa propre famille est historiquement responsable. Ah oui, l'ambiance glaciale garantie. Exactement. L'atmosphère devient instantanément lourde, chaque mot prononcé pèse une tonne, et soudain, il est absolument impossible de faire semblant que tout va bien. C'est clair. Eh bien, c'est exactement, sur le plan diplomatique, la situation dans laquelle s'est retrouvé l'ambassadeur de France lors de son retour en Algérie. Tout à fait. Et dans cette plongée d'aujourd'hui, on va analyser ça en détail. Parce qu'on ne parle pas ici d'une simple erreur de calendrier, hein. On parle d'une date choisie vraiment au scalpel, le 8 mai. Ouais, c'est vraiment l'équivalent diplomatique d'un cheval de Troie, en fait. Un cheval de Troie, c'est-à-dire? On a l'impression d'assister à un acte de routine absolue. Tu sais, l'arrivée d'un ambassadeur, la présentation de ses lettres de créance, le cérémonial habituel, quoi. Oui, le tapis rouge, les belles paroles. Voilà. Et Paris pense envoyer son représentant pour normaliser les relations, fermer une parenthèse de crise et relancer un peu la machine bilatérale. Mhm. Mais en choisissant très précisément la date du 8 mai pour l'accueillir, l'Algérie utilise cet acte protocolaire pour faire entrer des exigences historiques massives, Et non négociable d'ailleurs. absolument non négociables. Ils les font entrer directement dans le bureau des discussions contemporaines. En gros, le calendrier devient une arme. Ce qui bouscule complètement notre vision habituelle des relations internationales, en fait. Bah oui, totalement. Parce qu'en général, le protocole, c'est fait pour huiler les rouages, non? Pour éviter les frictions, pour cacher un peu la poussière sous le tapis rouge. C'est exactement ça. Adoucir les angles. Mais là, c'est comme si on invitait quelqu'un chez soi pour renouer les liens, mais en choisissant délibérément de le faire le jour exact de l'anniversaire de votre pire conflit. C'est une excellente analogie. Et le tapis rouge ici est littéralement imbibé d'une histoire tragique. C'est ça. Et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien la violence symbolique de cette manœuvre, il faut vraiment qu'on plonge dans ce que représente ce fameux 8 mai. Oui, c'est indispensable. Parce que, vu d'Europe, le 8 mai 1945, c'est la liesse, c'est la victoire sur le nazisme, c'est la libération, quoi. Alors qu'en Algérie, c'est le basculement total dans l'horreur. Le grand écart. Exactement. Pendant que Paris et Londres célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les rues de Sétif, de Guelma et de Kerata, des Algériens manifestent pacifiquement. Ils célèbrent aussi la victoire, non? Oui, bien sûr, ils célèbrent la victoire, mais ils revendiquent surtout l'indépendance qu'on leur avait fait miroiter en échange de leur participation à l'effort de guerre. Ah, la fameuse promesse non tenue. Voilà. Et la répression menée par l'armée française et des milices coloniales, elle va être d'une brutalité inouïe. Les sources parlent de chiffres terrifiants d'ailleurs. Ouais, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de morts selon les historiens. Tu vas des villages bombardés, des exécutions sommaires. C'est une fracture fondatrice. Une vraie cassure. Tout à fait. Beaucoup d'historiens considèrent même que la guerre d'indépendance algérienne n'a pas commencé en 1954, mais bien ce jour-là, le 8 mai 1945. Donc, si on résume la situation, on a un ambassadeur français qui représente l'État qui a ordonné cette répression, qui pose ses valises pour reprendre le dialogue, exactement le jour où tout le pays commémore ce traumatisme. C'est ça. Pas de hasard. Mais concrètement, comment un diplomate peut faire son travail dans ces conditions? Je veux dire, il arrive, il doit rencontrer le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et il est censé parler de trucs techniques, genre des visas, du commerce, de la coopération sécuritaire. C'est psychologiquement intenable. Mais c'est ça, c'est intenable. Et figure-toi que c'est précisément le but recherché, rendre le statu quo intenable. Ah ouais. Oui, parce qu'en diplomatie, le premier jour donne un peu le « là » de l'ensemble du mandat. En imposant cette date, le pays hôte place l'ambassadeur directement sous l'autorité de l'histoire algérienne. Il lui est techniquement impossible de prononcer le discours habituel sur l'amitié éternelle, tu vois le genre? Le fameux regard tourné vers l'avenir, blablabla. Exactement, car tout autour de lui hurle en quelque sorte. On vous reçoit le jour même où vous avez tenté d'exterminer notre peuple. C'est ce que les textes appellent une gifle historique, non? C'est tout à fait ça. Ça paralyse complètement la rhétorique diplomatique traditionnelle de la France. Le représentant, il se retrouve dénué de ses éléments de langage habituels. Il est forcé au silence ou à la contrition. Mais on pourrait légitimement se dire que c'est se tirer une balle dans le pied, non? Comment ça?
Je veux dire, pourquoi risquer des milliards en accords économiques ou une coopération hyper cruciale sur l'immigration ou disons le terrorisme au Sahel juste pour une question de symbole? Mhm. Est-ce que le fait de figer la relation dans une confrontation permanente sur le passé, ça bloque pas tout simplement l'avenir? Alors ça, c'est une lecture très occidentale en fait. Ah bon? Ouais, de voir la mémoire uniquement comme un obstacle à l'économie. La stratégie déployée ici selon nos documents, elle repose sur un postulat totalement inverse. Qui est... Que c'est l'hypocrisie qui bloque l'avenir et pas la mémoire. Ah, c'est intéressant ça. Oui, cette tension maximale qui est créée dès le premier jour, c'est pas une fin en soi, c'est un outil de refondation. Pour changer les règles du jeu. Exactement. L'objectif, c'est d'imposer un rapport de force d'égal à égal, une véritable parité. L'Algérie dit en substance, écoutez, on n'a pas un besoin désespéré de vos accords commerciaux au point d'accepter l'amnésie. D'accord, je vois la mécanique. En détruisant l'illusion qu'on peut juste passer autre chose, ce coup de force oblige Paris à changer complètement de paradigme. C'est ça. La reconnaissance historique cesse d'être une option philanthropique ou une politesse pour devenir vraiment le ticket d'entrée incontournable des négociations futures. Ce n'est plus faisons du commerce et on verra pour l'histoire plus tard, c'est régler l'histoire et ensuite peut-être on fera du commerce. Résumé parfait. C'est un peu comme si, je sais pas, on disait à un architecte qu'il est impossible de construire le deuxième étage de la maison tant qu'on n'a pas inspecté chaque fissure des fondations. C'est une très belle image. Et c'est là qu'on réalise que cette diplomatie de la mémoire, elle plane pas juste dans les sphères abstraites de la philosophie ou des excuses officielles à la télévision. Oui, elle atterrit de manière extrêmement brutale dans des dossiers très concrets. Exactement. On parle souvent des fameux dossiers de la mémoire, mais il faut vraiment décortiquer ce que c'est pour ceux qui nous écoutent. Ce ne sont pas juste des plaques commémoratives sur des murs. Loin de là, oui. Prenons la question des essais nucléaires français dans le Sahara. Ça, c'est du lourd. Oui, c'est l'exemple le plus frappant de cette transition entre le passé symbolique et le présent matériel. Vas-y, explique-nous. Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. D'abord atmosphériques, puis souterrains, notamment à Regan et Ineker. 17 essais, c'est énorme. Énorme. Donc quand on parle de dossier mémorial ici, on ne parle pas d'un paragraphe dans un manuel scolaire, on parle de sable radioactif. C'est glaçant dit comme ça. Mais c'est la réalité. On parle de populations locales qui, des décennies plus tard, continuent de développer des cancers spécifiques. On parle de déchets toxiques dont l'armée française n'a jamais fourni la cartographie exacte d'enfouissement. Donc concrètement, quand la diplomatie lit le retour de l'ambassadeur au règlement de ce dossier, ce qu'on exige sur la table des négociations, c'est des choses très palpables. Absolument. C'est des cartes topographiques militaires, des budgets de décontamination, des indemnisations sanitaires. C'est incroyablement tangible en fait. Tout à fait. Et c'est la même mécanique implacable avec le dossier des archives. Ah oui, les fameuses archives. Oui. Récupérer les archives de la période coloniale, c'est pas seulement une question de fierté nationale pour l'Algérie, tu vois. Il y a des enjeux opérationnels derrière. Des enjeux vitaux même. Ces documents contiennent des informations sur, par exemple, l'emplacement exact des champs de mines posés par l'armée française aux frontières. La fameuse ligne Maurice, c'est ça? C'est ça, des mines qui, aujourd'hui encore, mutilent des civils. Ces archives contiennent aussi potentiellement la vérité sur les fameux disparus de la bataille d'Alger. Ouais, donc refuser de restituer ces documents sous prétexte du secret défense français, c'est maintenir une plaie ouverte au présent. Exactement. Mais ce que tu décris là, c'est un verrouillage complet de l'agenda bilatéral. C'est fou. C'est le but stratégique. Le passé devient littéralement le péage obligatoire pour accéder au futur. Et c'est d'une redoutable efficacité parce que si la France veut avancer sur ses propres priorités dans la région, elle est prise au piège de ses propres silences. Elle ne peut pas contourner ce mur mémorial, ouais. Elle est forcée de le démanteler brique par brique. C'est exactement ça. En liant le mandat de l'ambassadeur à des concessions tangibles sur ces dossiers bien spécifiques, l'Algérie renverse la table. L'ordre des priorités institutionnelles est totalement bouleversé. Le nettoyage des sites nucléaires ou l'accès aux documents classifiés, ce sont plus des annexes, ce sont les fondations même de toute discussion sur l'énergie, le commerce ou la sécurité. D'accord. Mais une stratégie d'une telle intensité, ça provoque forcément des ondes de choc qui dépassent le simple dialogue entre Paris et Alger. Ça va bien au-delà, oui. Quand on bouscule les fondations à ce point, l'écho se fait entendre dans toute la politique intérieure française et plus largement dans toute la géopolitique de l'Afrique du Nord. C'est très juste. Alors, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, on va relater ici des points d'analyse issus de nos documents sources avec une stricte neutralité.
Oui, il s'agit d'analyser la mécanique, pas de prendre parti. Voilà. On ne valide pas le fondement politique, on vous expose comment les sources décryptent la situation. Et c'est là que l'analyse devient particulièrement incisive concernant l'extrême droite française. Oui, parce que cette exigence de reconnaissance, qui est matérialisée par la date du 8 mai, elle n'est pas seulement adressée au président français ou à son gouvernement. C'est dirigé vers qui d'autre alors? Selon les textes, c'est une torpille dirigée droit vers un récit politique bien spécifique, principalement porté par l'extrême droite en France. Un récit basé sur quoi? Historiquement, sur une certaine nostalgie coloniale, sur l'idée d'une mission civilisatrice de la France, et surtout sur le refus absolu de toute idée de, je cite, repentance. Et c'est ce que les documents décrivent comme le fait de briser la colonne vertébrale de cette faction politique? C'est le terme fort utilisé dans les sources, oui. Parce qu'en forçant les PA français à s'engager officiellement dans la reconnaissance des massacres de 1945, ou dans la restitution d'archives qui sont souvent accablantes, la manœuvre algérienne prive en fait cette idéologie nostalgique de son oxygène institutionnel. C'est exactement la dynamique. Si l'État lui-même reconnaît les crimes et accepte que la normalisation passe par là, le discours qui minimise ou glorifie la colonisation perd totalement pied. Et c'est particulièrement stratégique quand on observe comment cette partie de l'échiquier politique français conçoit les relations internationales avec le Maghreb. Absolument. L'approche traditionnelle issue de cette matrice-là, ça consiste à hiérarchiser les partenaires. C'est-à-dire, D'un côté, on privilégierait des nations considérées comme plus accommodantes, des pays avec lesquels on pourrait maintenir des relations asymétriques, tu vois, presque paternalistes. ah oui, les fameux termes de protectorat ou d'arrière-cour qui ressortent dans les analyses quand on parle du Maroc, par exemple. Voilà, c'est ce que pointent les documents. C'est une conception où l'ancienne puissance coloniale pense pouvoir encore dicter le tempo et la nature des échanges, genre faire miroiter des investissements en échange d'un alignement stratégique, sans jamais remettre en question les rapports de domination hérités du passé. Exactement. Et c'est là que le contraste régional entre en jeu de manière vraiment éclatante. Hmm. La stratégie de l'Algérie, en imposant ces conditions préalables très strictes, elle détruit ce vieux logiciel. Elle refuse la case arrière-cour. Elle la refuse catégoriquement. En exigeant la parité et en se servant de son histoire comme d'un bouclier intransigeant, Alger envoie un message très clair. Un message de parité. Un message de parité, oui, non seulement à Paris, mais à l'ensemble du voisinage. Le message, c'est l'ère où l'on pouvait normaliser des relations en enjambant les contentieux historiques, elle est totalement révolue. Ce qui est fascinant, c'est la dimension performative de tout ça. Comment ça? En imposant ce rapport de force le 8 mai, l'Algérie ne fait pas que demander la parité, elle la met en pratique immédiatement. Ah oui, dans l'acte lui-même. C'est un acte de souveraineté extrêmement offensif sur le plan diplomatique. En gros, on vous oblige à changer de jeu. C'est ça. Vous venez pour jouer aux dames, pour faire avancer vos pions économiques de manière linéaire, et on vous force à jouer aux échecs en 3 dimensions, où chaque déplacement doit tenir compte du poids des décennies passées. C'est une excellente métaphore. Et cette restructuration forcée de l'espace diplomatique, elle montre que la subordination, c'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de chronologie et d'agenda. Qui décide de quoi on parle et quand on en parle. Voilà. En dictant ces termes dès l'atterrissage de l'ambassadeur, le message est limpide. C'est le pays hôte qui a la main sur les horloges. Alors prenons un peu de recul sur toute cette mécanique qu'on vient de démonter pièce par pièce. D'accord. On a commencé par l'arrivée d'un diplomate, un événement qui est souvent anodin, tu sais, une poignée de main pour les photographes. Une simple formalité? Ouais. Mais on a vu comment le choix chirurgical de la date du 8 mai métamorphose cette formalité en une confrontation frontale avec le sang et les cendres de 1945. Et nous avons suivi comment ce choc, qui est à la fois psychologique et symbolique, il ouvre immédiatement la voie à des batailles matérielles hyper acharnées. Les dossiers tangibles. C'est ça. Déterrer les déchets radioactifs du Sahara, récupérer les cartes des champs de mines, percer le secret défense des archives militaires, le symbole n'est que la clé qui force la porte de ces réalités-là. Et enfin, on a exploré comment cette onde de choc vient s'écraser sur la politique intérieure française en torpillant les récits néocoloniaux et en redéfinissant la grammaire même de la géopolitique en Afrique du Nord. C'est la fin du paternalisme diplomatique acté par un simple choix sur le calendrier. C'est toute la puissance de ce que l'on appelle la diplomatie de la mémoire, non? Lorsqu'elle est utilisée, pas pour obtenir des excuses larmoyantes, mais bien pour rééquilibrer fondamentalement un rapport de force entre des États. Je suis totalement convaincue par cette lecture. La mémoire devient un levier géopolitique brut. Ce qui nous amène inévitablement à une réflexion bien plus large, une idée à garder en tête pour la suite, pour tous ceux qui nous écoutent. Vas-y. Quand on observe avec quelle efficacité redoutable le passé peut être militarisé pour contrôler le présent,
on est en droit de se poser une question fondamentale sur notre époque. Laquelle? À l'ère des défis climatiques globaux, des crises énergétiques et de l'intelligence artificielle, est-il seulement possible pour les anciennes puissances coloniales et les nations autrefois colonisées de bâtir une politique étrangère orientée purement vers les enjeux de ce siècle? C'est la grande question. Ou bien sommes-nous condamnés à ce que le calendrier annuel reste indéfiniment un champ de mine, un tribunal perpétuel où chaque commémoration continuera de dicter, d'entraver ou de redéfinir les relations de demain? Hmm. C'est le paradoxe fascinant de la mémoire, en fait. Elle est indispensable pour avancer, mais elle peut aussi confisquer l'avenir. C'est une réflexion très puissante pour conclure. C'est tout pour cette plongée au cœur des rouages diplomatiques aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.